Donc, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas déjà JobWatch. Donc, nous, on est une plateforme suisse spécialisée dans l'emploi et le recrutement dans l'industrie de l'horlogerie, la sous-traitance et la microtechnique en particulier. Donc, chez JobWatch, on ne fait pas que de publier des annonces d'offres d'emploi, hein. On essaie aussi d'apporter un certain recul et des clés de compréhension avec du contenu, de l'actualité horlogère et technique. On est aussi présent sur beaucoup d'événements et on fait, comme aujourd'hui, très régulièrement des webinaires. Euh, je vais vous le mettre en plein écran. Voilà. Donc, nous avons à l'heure actuelle plus de 200 offres d'emploi et également énormément de formations. Je vais vous en parler juste un petit peu après. On est le numéro un, très certainement, pour tout ce qui est de l'horlogerie et la microtechnique en Suisse. Concernant les offres d'emploi, on a aussi des recruteurs qui sont dédiés à ça, qui aident les entreprises à la recherche de nouveaux talents. Euh, et puis, surtout, on a notre plateforme de formation qu'aujourd'hui on partage avec vous, où on a une cinquantaine de formations à l'heure actuelle, mais elle est vouée à beaucoup s'agrandir d'ici ces prochaines semaines, ces prochains mois. Le but étant de devenir un peu une plaque tournante où ou en tout cas une grande partie des écoles de formation professionnelle, etc., pourront mettre leur formation, les coachings, etc., dont également Ariac fait partie. Donc, vous pourrez aussi retrouver leur formation chez nous. Donc, il y a tous les formats en présentiel, du mixte. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, si j'ai envie de dire ça comme ça. Et pour aujourd'hui, quelques petites règles. Donc, le chat, toujours dans la bienveillance, mais ça, depuis le temps qu'on fait des webinaires et des lives, ça a toujours été quelque chose qui était primordial et ça a toujours été. N'hésitez pas de partager vos impressions et vos questions dans le chat au fur et à mesure. On prendra un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Sachez que le live est enregistré aussi et on vous le fera parvenir par email la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez vous le voir et le revoir autant que vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, si vous êtes connecté ici, c'est que bah, le sujet vous parle directement ou indirectement. Et puis je vous propose donc de tout de suite passer dans le vif du sujet avec Margot, Natalia et Hervé qui travaillent pour Ariac, qui est donc un acteur très connu de la formation professionnelle. Donc je vous passe la main. Merci beaucoup Valérie pour l'introduction. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint en entier. Il faut le mettre en diapo. Voilà. Parfait. C'est bon? Ok. C'est parfait. Alors Nathalie, je vais te laisser mettre le premier slide. Du coup, Oui. Alors. Ah, bah, il veut pas. Mais il veut pas se lancer. si, c'est juste que tu es en train de cliquer sur le dernier slide. Il faut que tu te mettes sur le 7 Ah oui. Merci. ou celui-ci. Oui. Ok. Yes. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Margot Meudjo. Pour ma part, donc, je suis consultante et formatrice en système de management et en soft skills. Et je suis aussi coach professionnel certifié. Et j'accompagne les entreprises, les organisations dans le déploiement de leur système de management ou encore sur des problématiques plutôt d'ordre au niveau de leadership ou de posture managériale. Voilà pour ma part. Bonjour, Hervé Pochard. Moi, je suis consultant formateur en excellence opérationnelle. Je m'occupe de tout ce qui est Lean, fiabilité, Six Sigma. J'accompagne mes clients sur des projets de transformation pour optimiser des process, améliorer des produits en fonction des besoins clients. Et sans oublier les impacts sociaux ou humains que ça peut avoir aussi sur l'organisation. Voilà. Merci Hervé. Alors du coup, pour ce webinaire,
Nous avons fait le choix d'aborder un sujet qui peut parfois être un peu sensible, notamment celui des enjeux qui se trouvent dans la posture des managers de proximité et notamment sur ce grand écart que peuvent avoir l'impression de faire ces managers de proximité entre deux sujets fondamentaux qui apparaissent dedans. On va revenir dessus. Mais pour commencer, volontiers, si vous pouvez peut-être tous prendre vos téléphones ou aller ouvrir une page web en mettant mentimeter.com et en rentrant le code qu'on vous a indiqué juste en dessous. Sinon, avec votre téléphone, vous pouvez simplement scanner le QR code parce qu'on aurait souhaité commencer par quelques petites questions à vous poser. Et donc, dès que vous êtes sur le Menti, n'hésitez pas à nous dire si vous n'avez pas eu le temps de le prendre. On va partager les résultats en live et vous pouvez d'ores et déjà répondre à la première question qui est simplement de savoir parmi vous combien d'entre vous sont devenus managers parce qu'ils étaient bons techniquement. Voilà, et puis finalement, on précise, voilà, la question c'est avez-vous appris le management sur le tas ou à votre dépens? C'était cette notion. Donc, si c'est votre cas, alors je ne sais pas si vous avez pu scanner le QR code. OK. OK, donc on a 7 réponses. Je ne sais pas si tout le monde a pu, je pense qu'on a plus de personnes, mais la plupart, il y a une majorité donc, qui a appris finalement le management sur le tas. Alors, il y a quelques personnes qui aimeraient revoir le code. Le QR D'accord. code. Yes. Donc, on va laisser un petit peu plus de temps jusqu'à que les gens aient le temps d'attraper leur téléphone. Ça va un petit peu vite. Et surtout qu'il y a encore quelques personnes qui rentrent actuellement sur le live. Mais pas d'inquiétude. OK. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas on voulait simplement commencer par quelques petites questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà aller sur scanner le QR code avec votre téléphone, ouvrir une page web si vous êtes sur vos ordinateurs et vous tapez dans la barre de recherche mentimeter.com et vous y insérez le code qu'on a mis juste en dessous, 66 57 42 34. Et pour avancer ensemble, vous pouvez simplement répondre dans un premier temps qu'à la première question. Voilà. Alors, je pense qu'on va basculer. Je peux basculer? Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'on a eu d'autres réponses? Pas l'impression. Ouais. Bon, on va déjà partager sur cette base. Il y a peut-être eu je pense qu'il y a plus de personnes qui ont répondu, surtout depuis qu'ils ont demandé le QR code. Je ne sais pas si tu arrives à aller en arrière et puis à relancer, mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que à ce stade, en tout cas, on a une majorité donc, de personnes qui ont appris le management sur le tas ou à vos dépens. Et la réalité, hein, c'est finalement notre constat, c'est que c'est aussi, ça fait partie de nos observations, où finalement, on voit des experts techniques qu'on veut monter en compétences, on veut leur apporter une reconnaissance et du coup, souvent on les fait basculer sur un poste managérial qui nécessite à ce moment-là des compétences supplémentaires, complémentaires et où c'est pas toujours apporté. Et puis là, il va falloir faire avec. Donc finalement, le manager de proximité, il est souvent pris dans ce grand écart, c'est de continuer à être l'expert tout en devant faire grandir une équipe. Mais ça, il l'a pas forcément appris. Et c'est exactement là que beaucoup de managers de proximité vont s'épuiser, se fatiguer ou apprendre à leurs dépens, comme on disait. Et c'est à cela justement que, sur ce sujet précisément, qu'on veut échanger avec vous. Alors Hervé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expertise technique? Bien sûr, avec plaisir. Soyons honnêtes ou réalistes, en fait.
les compétences techniques, elles sont primordiales. Elles offrent une crédibilité. Pardon, Natalia, il faut revenir au slide d'avant. On est sur les... Ouais, merci. C'est bon, je peux reprendre? Oui. Alors, je la refais, comme on dit. Soyons réalistes. En fait, les compétences techniques sont primordiales. Elles offrent une crédibilité, une légitimité, procurent à première vue de la sécurité. On est rassuré par la technique, de par les formations qu'on a eues enfant ou plus jeunes, où on a toujours été habitué comme ça. Mais elles peuvent aussi devenir un frein quand la technique prend toute la place. Vous avez sans doute côtoyé, certains d'entre vous, des super experts techniques perçus même parfois comme des donneurs de leçons, des sachants avec une certaine ascendance. Et parfois, du coup, ça fait malheureusement l'effet inverse. On n'a plus envie de les écouter. Et aussi, parallèlement, ben, sur le terrain, on voit souvent des managers qui savent tellement bien faire et surtout qui veulent continuer à montrer qu'ils sont bons techniquement, alors que c'est plus vraiment là où on les attend. Et ils sont perfectionnistes, tout passe par eux, et inconsciemment, en fait, ils continuent à contrôler leurs équipes en oubliant de déléguer, de donner de l'autonomie. Et sans s'en rendre compte, ben, ils deviennent aussi parfois le goulot d'étranglement de leurs propres équipes, parce que toutes les validations, toutes les autorisations passent par eux. Et c'est les mêmes qui vont vous dire 2 heures après, ben, qui enseignent et proclament le lean en disant qu'il faut être plus efficace, plus fluide. Voilà. Donc finalement, le vrai levier d'efficience, on va aller le chercher au niveau des soft skills en complément ou plutôt pour sublimer la technique, puisque la technique, oui, c'est une base, mais ce ne sera jamais suffisant pour ces types de postes. Quand on parle de soft skills ou de dimension humaine, malheureusement, bien que ça évolue, c'est ce qu'on observe, mais on associe souvent cela à quelque chose de secondaire. Parce qu'il y a eu un peu un amalgame, un mélange, on ne vient pas faire du social, on ne vient pas en entreprise, mais l'humain a besoin d'être accompagné. L'humain a besoin, pour grandir, pour faire grandir une équipe, on doit être équipé sur des clés là-dessus. Et ce n'est pas simplement notre expertise technique qui pourra nous permettre d'emmener correctement une équipe. Donc, en réalité, c'est cette dimension humaine qui va permettre à la technique de circuler ou d'être sublimée finalement. Personnellement, j'ai vu des équipes techniquement très compétentes, et peut-être vous aussi, mais s'effondrer juste à cause de non-dits ou de malentendus, juste à cause d'éléments qui n'ont pas pu être traités ou d'un climat de confiance qui n'était pas là. Donc, à la base, ça peut sembler être pas grand-chose, mais en fait, c'est du fait que ce soit un non-dit gardé et dans le temps accumulé avec d'autres, ça peut prendre des ampleurs qui sont parfois de l'ordre de départ ou autre. Donc, on voulait aussi soulever une deuxième petite question. Donc, je vous invite à revenir sur le Menti, sur le QR code initial. Et là, la deuxième question qu'on voulait vous poser, c'est justement, pensez-vous que les membres de vos équipes se sentent à l'aise? On n'a pas les noms. Donc, c'est juste pour faire une petite stat. On ne saura pas qui a répondu quoi. Mais de là où vous êtes, pensez-vous que les membres de vos équipes se sentent à l'aise pour vous dire s'il y a un problème, ou lorsqu'ils ont fait une erreur, ou pour remonter un dysfonctionnement, ou une remise en question de quelque chose, par exemple, qui doit se faire par habitude, mais ils disent « Ah, peut-être qu'on pourrait l'améliorer ». Est-ce qu'ils se sentiraient à l'aise de le remonter? Donc, c'est voilà, de remonter toute remarque ou autre. On regarde volontiers les réponses. Je ne sais pas si c'est à la suivante, Natalia, qui a les réponses. Il y a 8 personnes qui sont prêtes. Alors, je ne sais pas si je continue. Là, il n'y en a plus. Voilà, 8, Ah, 9, ok. voilà, 9, 8, 9. Ok, je n'ai pas compris cette slide. Donc, 10. Ok, il y a quelqu'un qui On, dit... on y va? Ou je Oui, on lance? peut aller. Ok. Ouais, ça nous fera déjà une petite proportion. Et puis,
En fait, si je lance alors qu'ils sont pas prêts, ça s'affiche pas après. Ah, d'accord. Ah. Bon, on se teste hein, sur un nouvel outil en même temps. Et, C'est pas toujours simple, hein. on apprendra pour les prochaines. Moi, j'ai pu répondre, donc je pense qu'il faut lancer la question, il faut attendre quelques secondes le temps que vous lanciez la question, et puis on peut y répondre. Ouais, Voilà, c'est- ça a l'air de fonctionner cette fois. Et là, on a des super résultats. On a des super résultats. Et en même temps, et c'est là où je vais apporter une petite nuance, qui peuvent être biaisés par nos fonctions. Puisque si on demande cela à des managers, ben, forcément, on peut se dire, ben oui, j'ai l'impression que je mets les collaborateurs à l'aise. Et si on demandait aux équipes, on aurait peut-être encore d'autres résultats. Donc, ce qui est bien, c'est que pour répondre oui, à mon avis, c'est qu'il y a déjà une intention de vouloir y être attentif. Donc, c'est ce qu'on peut dire déjà à ce stade. Mais en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que bien souvent, les problèmes d'efficience dans une équipe ne sont pas un problème de compétence, mais vraiment plutôt un problème de culture de confiance, de relations professionnelles, de climat, voire de posture. Et c'est là que on va avoir aussi peut-être le besoin d'insuffler dans nos équipes une culture de droit à l'erreur. Alors, je suis pas en train d'encourager l'erreur, je suis pas en train de dire maintenant célébrons les erreurs, c'est pas ça. Mais en fait, et là, je vais faire un parallèle avec mes deux casquettes parce que c'est là où je trouve que c'est riche. Vous avez compris dans la présentation, il y a la partie soft skills et il y a la partie normes avec les systèmes de management. Et j'aime beaucoup rappeler que les normes n'ont aucun problème avec les non-conformités. Elles n'ont pas de problème avec puisque elles ont des chapitres qui sont prévus pour les gérer. Le problème de la norme, c'est si on n'a pas connaissance de la non-conformité, si elle n'est pas remontée, dans ce cas, on ne pourra pas la traiter. Puis en fait, c'est un peu la même chose qu'on devrait retrouver dans la gestion des équipes. Le problème n'est pas l'erreur, le problème c'est une erreur qui est cachée, qui est camouflée, qui n'est pas dite et qui peut ensuite avoir des conséquences plus sérieuses. Donc, sans cadre clair et sans confiance, les compétences, elles risquent de rester bloquées, les compétences des équipes. Donc finalement, Hervé, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est une question d'équilibre, tout ça, et c'est un équilibre qui est jamais acquis, qui doit être évalué, travaillé, remis en question continuellement. Donc, il nous sollicite aussi, qui ne nous laisse pas tomber dans une zone de confort. Alors, trop de technique, eh ben, ça provoque des fois des managers pompiers. On a tous vu des entreprises où celui qui a sauvé un peu la nation, on le félicite en disant merci, tu as encore trouvé une solution pour libérer une commande, et puis ça va l'encourager à rester dans son rôle de pompier. Sur d'autres sujets, des décisions qui sont prises à la place des acteurs, purement techniques, basées sur des chiffres, basées sur des technologies. Et on est happé par la technologie, par les chiffres, et on oublie de consulter les gens. Donc on ne travaille pas sur l'acceptation, l'adhésion, l'ancrage, le fameux A3, A puissance 3, hein, ou le fameux A3 dont on parle, qui est bien plus puissant que la technique seule. Et puis le revers de la médaille de l'autre côté, c'est dire je ne fais que de l'humain sans cadre. Donc, on n'est pas capable de prendre des décisions parce qu'on veut être très, très consensuel, on veut faire plaisir à tout le monde. On est aussi flou, on n'a pas de vision parce que si techniquement on n'est pas organisé, on ne sait pas trop où on va. Les gens ont du mal à comprendre, à saisir pourquoi ils font les choses, pourquoi les clients ont besoin de ça, parce qu'on n'explique pas assez les choses techniquement. Voilà le bémol aussi, si on fait trop d'humains sans technique. Donc au final, l'efficience, ce ne sera pas de choisir l'un ou l'autre, mais ça va être d'aller chercher ce juste équilibre en discernant quand est-ce qu'on doit, quand doit s'exprimer l'expert technique et quand doit plutôt s'exprimer le manager coach. Alors on précise manager coach parce qu'on pourrait avoir plusieurs postures aussi managériales, mais pour faire grandir une équipe, la plus efficace, ce sera vraiment cette posture manager coach. Pour devenir manager de proximité, on va d'abord chercher du coup à devoir chercher à découvrir et à asseoir son leadership, mais aussi tout en développant des compétences pour faire grandir cette équipe, que ce soit des compétences autour de la communication, voire même donc de tout ce qui concerne le feedback,
alors le terme est un peu fort, c'est le recadrage, mais en fait, c'est comment donner des réponses constructives à des objections, comment gérer des objections ou des avis divergents, tout ce qui tourne autour de l'accompagnement au changement, et puis encore plein d'autres qui seraient nécessaires pour équiper correctement ces managers de proximité. Puis au final, la bonne nouvelle, c'est que cet équilibre, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, on ne l'a peut-être pas appris avant la prise de poste, puisque, comme vous l'avez dit, pour la majorité, ça a été une prise de poste un peu sur le tas. Mais l'idée, ça va être de chercher à l'apprendre, c'est pas trop tard, à condition de travailler les deux dimensions, la technique et aussi, et surtout, j'ai envie de dire, la posture de manager. Puis, nous, à l'ARIAC, on est sensible à cela, mais pas dans des théories abstraites, mais plutôt dans une approche pratico-pratique à partir de situations réelles de manager. C'est pour ça que on vient aussi aujourd'hui vous proposer une formation qu'on a pris le temps de construire ensemble, que ce soit avec Hervé pour la partie technique, avec moi-même, mais aussi une autre consultante, coach, expert, donc c'est Florence Dochy, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a travaillé aussi avec nous dans cette élaboration. Donc, elle et moi, on apporte la dimension humaine. Puis l'idée, contrairement peut-être à des formations qu'on peut parfois trouver, où on va avoir un volet technique, un bloc, et puis après un bloc humain, pour nous, c'est pas proche de la réalité, en fait. Donc, on a vraiment cherché à faire quelque chose qui permette de lier, d'entremêler ces deux notions de manière harmonieuse et de se dire quel modèle de formation on peut construire qui créera ce lien entre la technique et l'humain. Donc, on ne l'a pas pensé en deux séquences, trop éloignées du terrain, des réalités du terrain, mais on l'a plutôt pensé dans une harmonie globale. Et puis, au sein de cette formation, ce qui va se retrouver, c'est à la fois une approche terrain, cet équilibre entre les compétences techniques et humaines, et des mises en situation en proximité avec la réalité, notamment à travers une usine de modèles Lego qui va consister en du learning by doing. Puis peut-être juste avant de te donner la main pour expliquer ce modèle-là, Hervé, on a aussi fait le choix pour avoir des résultats, on ne peut pas dire immédiats, mais c'est une formation dans laquelle on a vraiment ce désir de voir un avant et un après pour l'ensemble des participants. Donc, on a accompagné cette formation d'un volet d'une demi-journée de coaching d'équipe, donc autour d'un co-développement, pour assurer aussi un bon transfert des compétences. Et on rend aussi optionnel 4 heures de coaching individuel. Quand on dit optionnel, en fait, c'est au choix du participant de décider s'il veut ou non prendre ces heures de coaching individuel. Et là, c'est pour aider, pour accompagner plutôt le manager de proximité à grandir sur des problématiques ou des enjeux spécifiques qui le concernent lui. Et puis, c'est de segmenter ou de parsemer ces heures de coaching tout au long de la formation qui s'étale sur 3 mois et pour permettre d'avoir véritablement une évolution et un progrès dans cet ajustement pour le poste de manager de proximité. Alors, je pense qu'avant de répondre aux questions, on y répondra à la fin. Je vais laisser Hervé, je te laisse présenter ce modèle Lego donc d'apprentissage par la pratique. Oui, alors, c'est un jeu, voilà, en fait, l'idée, on a conçu un jeu avec des Lego. Pourquoi des Lego? Parce qu'il y a un travail semi-manuel aussi, pour se rendre compte, en fait, que on peut tester aussi le jugement d'allure. Tout le monde ne va pas à la même vitesse avec des Lego. Donc, ça crée aussi cette dimension humaine de quel est le temps qu'on peut attendre sur un poste de travail où c'est de l'intervention humaine qui est un vrai sujet pour pas mal de métiers. Et ça offrait du coup une réalité aussi à proximité. Et puis les Lego, c'est assez ludique, tout le monde connaît. Voilà. Donc c'est un jeu de rôle qui n'est pas que technique. Il y a des gens qui produisent. Vous voyez un petit schéma là, je ne vais pas détailler tout, mais vous avez des postes d'assemblage avec différents modèles de Lego, des fiches suiveuses, un ordonnanceur, des gens qui font de la facturation. Donc on a recréé un peu les différents services d'une entreprise.
Et derrière, vous avez des gens qui viennent observer, à qui on a confié un projet et qui doivent arriver à capter l'attention des gens qui sont en train de fabriquer et interagir avec ces gens-là pour créer une dynamique d'amélioration. Et ça, c'est le cœur du jeu. Au-delà de l'aspect, c'est de l'assemblage de Lego. Voilà, donc il y a toute une dimension technique et résistance au changement, puisque ces gens-là ne connaissent pas le projet avant. Donc, comment ils vont réagir à l'annonce d'un projet et d'un changement? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner dans ce projet-là? Et ça, on crée cette situation-là qui est peut-être une des situations qui est assez complexe pour des managers de proximité qui prennent une nouvelle équipe à qui on confie des projets ou des chefs de projet, tout simplement. Alors, comment ça se réalise? En fait, c'est une équipe autonome. On ne dit pas, nous, dans la formation, on nomme un responsable d'équipe. En fait, on essaye de créer la dimension d'équipe autonome. Vous avez peut-être entendu parler d'équipe haute performance, d'équipe autonome. Voilà, et c'est cette dynamique-là qu'on essaye de mettre en place en termes d'organisation et de gouvernance. Et donc, les étapes, ça va être après, on structure ça avec une approche un peu cartésienne, hein, qui est observer, analyser, comprendre, améliorer, tester, ajuster, standardiser. Avec la notion quand même d'ajuster, de ne cherchons pas la performance théorique parfaite, mais testons et acceptons que le test, il y ait des erreurs. Comme disait Margot tout à l'heure, c'est pas les erreurs le problème, c'est en apprendre quelque chose et corriger. Et donc dans un test, des fois c'est un petit peu l'héritage culturel francophone. On veut chercher le test parfait et avant de tester, on va être sûr qu'on n'aura pas de problème. Et en fait, dans la formation, on essaye de mettre un timing limité pour faire les différentes opérations du jeu, pour pousser les gens à tester sans chercher la perfection. Et la finalité, quand même, c'est dans le feedback du jeu à la fin, c'est est-ce qu'on a trouvé la solution technique la mieux, qui consiste à dire, c'est une solution technique où il y a une acceptation et une adhésion des gens, où les gens l'ont co-construite, l'ont vécu et l'aiment. En fait, ils aiment la solution. Des fois, ce n'est pas la meilleure solution technique qu'on aime, c'est celle qui est peut-être moins technique, mais que tout le monde dit j'ai envie de l'utiliser. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on a envie de faire vivre aux gens, en fait, dans ce jeu-là. Alors après, j'ai encore 2 petits slides et puis après on va répondre aux questions. Le round 1, en fait, c'est observer et comprendre la situation. Donc il y a des observateurs et des producteurs qui interagissent. Pourquoi on parle d'observateurs? Parce que ce n'est pas mesureur. Mesureur, c'est très technique. Observateur, ça veut dire comment je me positionne auprès de la personne. Si j'ai quelqu'un dans mon dos qui me mesure, ça me stresse. Si j'ai un observateur qui se met de côté, qui interagit avec moi, qui va me dire comment il va m'observer, qui va débriefer avec moi des observations. Et donc, on essaye à travers de mettre les gens en situation qui retournent avec des leçons apprises de comment je dois interagir quand je dois observer des gens, faire du feedback ou auditer des gens. Alors, Margot, Florence vous donneront des techniques de feedback de communication, mais après, il y a aussi physiquement à quel moment je le fais, comment dans un atelier, sur un poste de travail, je me positionne pour créer en fait un positionnement géographique qui soit adapté pour le feedback. Et ça, c'est de la technique de feedback aussi. Et puis après, on a tous les aspects chronométrage, jugement d'allure aussi. Est-ce que là, la personne va vite, va pas assez vite? Est-ce que je corrige les temps, etc. Comment je fais de la captation vidéo sur un processus? Parce qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus la vidéo. Donc, c'est apprendre les techniques un petit peu d'observation. Le round 2, ça va être de modéliser la demande client. Est-ce que la demande client fluctue? Est-ce qu'elle varie? Et c'est de challenger aussi des fois des commerciaux pour dire comment vous modélisez la demande client pour établir des prévisions un peu plus robustes et fiables. Après, ça va être de décortiquer la gamme en détail et de reconstruire une nouvelle gamme de fabrication. Alors, c'est ce que vous voyez sur le côté. Vous voyez, vous avez le drone A, qui est un exemple de modèle parmi les 3 modèles d'avions, enfin de drones. Il y a 70 pièces et on demande aux gens de revoir complètement la gamme de fabrication. Donc, il y a aussi une dimension un peu lean design. C'est pas de subir aussi des fois un design qui n'est pas parfait. C'est moi, en tant que producteur, en tant que service méthode, j'ai droit de remettre en question un design avec la R&D. Et puis, on parle aussi de redéfinir, équilibrer la charge de travail, d'avoir des petites techniques pour regarder est-ce que tout le monde a à peu près le même volume de travail, pour pas qu'on ait quelqu'un ou un atelier qui soit stigmatisé, où on voit toujours des pièces en attente chez eux, dire « Ah, tu vois, c'est encore eux qui sont en retard, c'est toujours de leur faute. » Alors qu'en fait, ce n'est pas leur faute, c'est la faute d'un processus, parce qu'on a mal équilibré l'activité. Et puis, ce jeu-là permet de se confronter au changement, permet de tester des solutions, et collectivement, quand on fait un test, comment on répartit les activités entre les uns et les autres. Il faut s'organiser en équipe,
Et c'est un peu le rôle aussi d'un manager de proximité, de dire on a un nouveau projet, on a une nouvelle machine qui arrive dans un atelier, on a un nouvel équipement de contrôle. Comment on s'organise rapidement pour le tester tous ensemble, qui fait quoi et quand. Voilà. Et puis tester, mesurer l'impact. Et pour finir, on a un dernier slide qui est l'essentiel, hein, c'est ressentir l'impact du lean. C'est-à-dire quand on va faire du lean ou de la fiabilité, on va gagner du temps. On va changer des rôles. Qui dit changer des rôles, Margot l'a évoqué à plusieurs reprises, on peut changer les horaires des gens de travail, on peut changer les responsabilités des gens, ça peut demander de la formation, ça peut faire peur. Et tout ça, c'est de l'accompagnement avec des soft skills aussi. Et surtout, le temps qu'on gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, quand on est manager de proximité et qu'on va demander à des gens d'améliorer, d'optimiser, ces termes-là qu'on entend tous les jours, oui, mais si on gagne du temps, moi, mes équipes, qu'est-ce que je leur fais faire demain avec ce temps-là? Et ça, faut obligatoirement challenger auprès des dirigeants qui sont au-dessus ou se poser la question avant d'enclencher des dynamiques d'amélioration continue. Donc, on parle aussi, pas que du lean, mais des impacts sociaux ou humains que ça peut avoir. Merci Hervé. Et puis, ce qui est peut-être à bien comprendre dans ce modèle Lego, c'est que finalement, ça va être un peu notre fil rouge de cette formation, sur lequel on va ancrer des aspects techniques et des aspects humains pour amener ce lien dans la formation enfin, voilà, du début à la fin de cette formation. Alors, si à ce stade, vous avez le sentiment vous-même de faire le grand écart aujourd'hui en tant que manager, on l'a compris que ça ne vient pas de nulle part. La question, c'est pas suis-je un bon manager, mais c'est plutôt, ou suis-je à ma place, c'est pas ça la question, mais c'est plutôt qu'est-ce que je dois faire évoluer maintenant, sur quoi je dois mettre l'accent. Voilà, et puis, je ne sais pas si Valérie, tu me permettrais de prendre juste la première question, parce Oui, que c'est lié à je te lis. voilà. Mais oui, alors on peut commencer. Donc je peux te la lire, comme ça on peut la lire pour tout le monde. Ouais, volontiers. Je remercie du coup ces deux questions assez pertinentes de Benoît Fontaine, qui est le directeur de JobWatch. On le remercie d'être là aujourd'hui. Donc là, sa première question, est-ce que parfois des experts techniques sont un peu obligés d'accepter un poste de manager qu'il aurait proposé? La personne devrait peut-être se poser sérieusement la question si cela est une posture qu'elle souhaite pour la suite de son parcours professionnel. Exact. Alors, à titre personnel, j'aime beaucoup cette question parce que c'est pour moi une problématique qu'on observe régulièrement. Maintenant, je repositionne juste 2-3 éléments. C'est que là, on serait sur une question d'ordre plutôt RH aussi. Et nous, on s'est positionné en tant qu'organisme de formation, là où des personnes ont déjà pris leur décision de prendre ce poste, ou sont en train de le prendre, ou sont déjà en poste, et où elles ont besoin d'être équipées. Donc nous, on répond aux besoins d'équiper techniquement et humainement, j'ai envie de dire, des managers de proximité. Maintenant, je crois qu'il y a des réelles questions à se poser sur les leviers qu'une entreprise offre à ses collaborateurs pour leur apporter la reconnaissance, notamment lorsqu'on a des experts techniques, parce que tout expert technique n'a pas forcément envie de devenir manager d'équipe. Il est peut-être très bon techniquement, mais n'aura peut-être jamais envie de gérer une équipe. Et aujourd'hui, on n'a pas tellement... on a l'impression que c'est comme si on est un peu limité dans les solutions qui s'offrent du côté RH pour pérenniser le collaborateur. Et puis, c'est comme si tout de suite, on imagine une évolution dans le poste. Mais une évolution dans le poste, c'est manager une équipe. Et puis, c'est là où parfois, il y a des problématiques qui se posent. Et je crois que la première question à se poser, c'est d'abord de conscientiser que c'est un changement de travail. C'est pas juste je poursuis avec une augmentation de salaire. C'est un changement de travail. Je ne ferai peut-être pas certainement plus autant de technique, mais beaucoup plus de management d'équipe. Et à partir de là, comment voilà, est-ce que je suis prêt à faire ça? Et dans la, Ouais, et il y a dans peut-être aussi, il y a peut-être aussi une envie de s'occuper des gens, une envie de les faire grandir, une envie de transmettre. Et ça, on doit le sentir au fond de soi. C'est comme quelqu'un qui décide d'être docteur, qui a envie de soigner des gens.
oui, on doit gagner sa vie quand on fait ces métiers-là, mais on doit avoir cette envie profonde de le faire. Et manager, je crois que c'est vrai qu'il faut se poser cette question-là. Est-ce que j'ai cette envie profonde de vouloir le faire? Et tout le monde n'est pas fait pour faire du management. Tout le monde n'est pas fait pour faire non plus de la gestion de projet. Donc, il faut être honnête avec soi-même et ses aspirations, je crois. Mais ça, c'est valable pour plein de sujets, en fait. Et C'est peut-être vrai juste... oui, tu veux finir? Je voulais Oui, juste... juste oui. Vas-y. C'est Juste pas de un souci. tout petit complément. Merci Valérie. Juste un petit complément. C'est que nous, on l'a abordé sous l'angle que l'on observe le plus. C'est des experts techniques qui doivent acquérir la compétence humaine. Mais j'ai déjà vu aussi des cas inverses, c'est-à-dire des situations où on a des experts, enfin, on ne parle pas d'experts, mais on aurait des personnes avec des fortes compétences humaines, qui ont des fortes compétences managériales, qui n'ont pas l'expertise technique ou de manière un peu, peut-être un peu insuffisante, mais qui peuvent aussi l'acquérir. Donc, l'autre cas de figure existe aussi, mais il se veut quand même beaucoup plus rare que la situation qu'on a choisie. Voilà. Je vais prendre la question, une question qui vient de nous arriver, qui est aussi qui est sans doute intéressante, hein, mais voilà. Donc, ce participant nous dit: je pratique le management transversal où mes collaborateurs échangent et me font des propositions pour améliorer les process du bureau. Par contre, j'ai repris cette structure il y a 4 ans. Elle dépend d'un service logistique police et des habitudes de travail sont très ancrées, donc difficile de faire changer et évoluer les personnes. Je leur donne de l'autonomie, mais le droit à l'erreur devient trop fréquent. Comment faire pour qu'ils comprennent les bienfaits de moderniser et de mieux se former au sein du service? Comment faire pour qu'ils comprennent les bienfaits de moderniser? Oui, C'est-à-dire d'accueillir. En fait, on est sur là, on est sur des problématiques d'accompagnement au changement, en fait. oui, complètement. Et que les gens sont très réticents quand ils sont dans une routine depuis des années sur une routine. C'est parfois très très difficile on vient comme un cheveu dans la soupe pour les embêter dans leurs habitudes, pour mieux faire, et c'est parfois difficile. Oui. Alors, bon, vous reconnaîtrez que c'est peut-être pas évident de répondre simplement comme ça par une baguette magique, mais en tout cas, ce serait de mener peut-être des, ouais, des ateliers, enfin, de regarder comment amorcer ce besoin d'être accompagné justement dans le changement, mais et peut-être d'aller chercher d'où viennent les blocages. Aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche d'aller dans ce sens? Qu'est-ce qui... parce que je vois juste le nom, donc c'est peut-être monsieur ou madame Brun, je ne vois pas le détail, mais vous nous dressez une situation, ok madame Brun, vous nous dressez une situation voilà, qui donne des faits, mais on ne va pas forcément percevoir. Maintenant, il faut aller regarder qu'est-ce qu'il y a en fait sous ces notions-là. C'est quoi la partie cachée de l'iceberg pour aller vraiment traiter ces notions-là. Parce que voilà, c'est d'aller traiter d'où ça vient, d'aller voir qu'est-ce qui provoque ça, c'est quoi les pensées qui les animent, c'est quoi les craintes peut-être qu'ils ont ou autres, d'où vient le blocage, est-ce que c'est une crainte ou autre? Et pour ça, alors c'est autre chose, mais il y a beaucoup de choses qui existent pour aller... donc là, ça ne fait pas du tout lien avec la formation qu'on propose ici, mais on peut être en mesure de proposer aussi des diagnostics de culture d'équipe pour aller mesurer finalement sur différents facteurs nécessaires pour une bonne dynamique d'équipe, notamment la culture de confiance, etc. On pourrait aller mesurer la maturité de l'équipe et à travers un diagnostic pour lever d'abord d'où viennent ces freins, d'où viennent ces blocages. Et ensuite, d'aller chercher maintenant sous quel angle on va amener cet accompagnement au changement si on se rend compte que c'est vraiment ça qui est nécessaire. Moi, je peux que conseiller à Madame Brand de contacter l'ARIAC éventuellement pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a possibilité d'engager comme processus.
Je vais continuer. Il y a aussi une question très, très terrain directement de JobWatch qui était aussi assez pertinente. D'un point de vue recrutement chez JobWatch, nos clients nous demandent quasiment toujours de l'expérience préalable en management pour considérer un candidat. Par conséquent, il semble qu'accéder à un poste de manager est plus possible à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Est-ce qu'une formation permet d'accéder à un poste de manager chez un nouvel employeur sans une expérience terrain? Hervé, tu veux répondre? Je vais répondre. Je pense que ça, c'est un peu le mal francophone. Vous êtes des anglo-saxons, ils vont vous dire ouais, nous, on va miser sur vous, on va le tenter. Et je crois qu'à un moment, bah, il faut aussi bien commencer par quelque chose. C'est comme un joueur de foot. Il y a bien un jour, il n'a jamais tapé un penalty. Il y a un jour, eh ben, il prend le ballon, il en tape un premier. Et donc, nous, notre formation, le fait quand même qu'on mette de la pratique dedans, des mises en situation, qu'on confronte les gens, eh ben, ça fera quand même une toute petite expérience de se confronter au changement que peut vivre un manager. Mais à un moment, les dirigeants doivent aussi prendre des risques et dire, je sens que la personne, elle a l'appétence, elle a le savoir-être, elle a le comportement. Il doit être capable de détecter si ces gens-là sont capables ou pas. Et à un moment, faut aussi prendre un risque. Être manager, c'est prendre un risque. Et ça, nous, on essaie d'y répondre avec des formations par la pratique, que ce soit sur plein des sujets techniques ou même des sujets comme ça. Mais on ne peut pas se substituer à des dirigeants qui, à un moment, doivent prendre un risque de miser sur quelqu'un. Et si on est dirigeant et qu'on veut miser sur quelqu'un et qu'on ne veut pas faire d'erreur, un dirigeant qui ne fait pas d'erreur, c'est plus un entrepreneur, en fait, hein. C'est comme un peu une prévision. Tant que ce n'est pas une commande, ben, c'est pas vendu, quoi. Ben, là, c'est pareil. Quand je mise sur quelqu'un, je prends un risque. Et effectivement, quand on commence à dire, eh ben, on a fait des formations à l'ARIAC, certifiées par la SAQ, toujours avec une pratique, eh ben, c'est mieux que de dire j'ai juste été formé. Là, on les a mis en situation sur un jeu avec un temps limité d'améliorer un process. Ils doivent prendre la parole devant un groupe de personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont déjà un petit peu, même si c'est sur du bac à sable, éprouvé certaines petites situations que peut vivre un manager. Mais il y a un moment, ben, faut bien prendre un risque. Et C'est exactement ça. Et en complément, même s'il y a des généralités, l'inverse n'est pas impossible. Là, je pourrais pas bien sûr les citer, mais on est en train d'accompagner une entreprise dans la sous-traitance horlogère et typiquement, il y a encore ces cas de figure où on peut faire évoluer quelqu'un de l'interne qui a peut-être pas on le voit, toute l'expertise technique, mais en fait, ils les font vraiment monter en compétences et en fait, ces personnes montent sur des qualités d'abord humaines qui ont été repérées. Et alors, c'est pas une généralité, mais j'ai un poste bien en tête où ça a été le cas. Et cette personne est devenue voilà, chef d'atelier. Et on voit peut-être devenir même responsable maintenant de production pour plusieurs, voilà, enfin, pour un secteur et plusieurs ateliers. Donc, c'est encore des choses qui arrivent. Donc, oui, il y a des généralités, mais il y a aussi d'autres cas de figure. Ce qui me fait juste passer au petit bout de la question qui venait ensuite, finalement, est-ce qu'il y a des prédispositions à avoir des traits de caractère spécifiques ou des envies particulières pour devenir manager? Qu'est-ce qui fait qu'on va dire, ah bah celui-ci, on va pouvoir le pousser manager, on a envie de le... Voilà. Ah, on ne peut pas dire simplement de cocher des cases, hein. C'est pas simplement comme ça, mais bien sûr qu'une personne déjà qui n'a pas envie de gérer une équipe, c'est clair que l'échange il va s'arrêter là. Ou qui, en fait, on va être plutôt sur des personnes qui doivent ben voilà, parvenir à démontrer une forme d'empathie, d'écoute, mais sans rentrer parce qu'après on va avoir le volet trop psycho qu'on pourrait retrouver, mais c'est pas ça. Et en fait, ces facultés-là, en réalité, ce seraient des facultés qui concerneraient beaucoup de monde parce que c'est simplement
on va retrouver beaucoup de personnes qui sont déjà très alignées et à l'aise avec elles-mêmes. C'est pour ça que dans la formation, il y a un gros volet d'abord qui concerne le fait de découvrir son leadership et d'asseoir sa posture. Donc, il y a déjà un alignement qui doit se faire dans l'individu en tant que tel pour pouvoir ensuite être à l'aise de manager des équipes. Mais une personne qui n'est déjà pas alignée, ça va être beaucoup plus challenging pour elle d'accompagner des équipes. Donc, c'est plutôt, on parlerait plutôt de maturité relationnelle ou de qualité de ce type-là, parce qu'en fin de compte, c'est des formes de leadership pour ceux qui ont fait les formations DISC. Vous connaissez peut-être les couleurs bleu, rouge, vert, jaune. En fait, il y a l'école qui a résumé ça à pour être leader, il faut être rouge, mais en fait, c'est faux. Chaque couleur va développer une forme de leadership. Donc, on n'est pas sur ces volets-là du tout. Chaque couleur peut développer une forme de leadership. Maintenant, c'est comment j'apprends à faire grandir une équipe avec ma forme de leadership, parce que mon format de leadership va constituer des forces et puis peut-être d'autres éléments qui devront être un peu plus challengés. C'est comme ça qu'on va aller le chercher. Oui, puis dans Je le sais pas si ça leadership, répond. il y a des choses qu'on peut travailler, il y en a d'autres qu'on ne peut pas travailler. Le charisme, c'est plus compliqué à travailler, mais sa communication, sa posture physique, vous voyez des fois des gens parler, vous dites, je crois en ce qu'ils me racontent, on a envie de l'écouter. Vous voyez d'autres personnes qui parlent, ben, vous décrochez parce que vous dites, en fait, il me parle de ça, mais son corps ne correspond pas à la conviction du message. Donc, en fait, et ça, on peut travailler sur ça. Et après, j'ai vu quelqu'un qui a réagi en disant, oui, il faut aimer l'écoute, il faut aimer l'humain. Ben, je crois qu'il faut être curieux des gens pour être manager. Faut prendre plaisir à dire quelqu'un qui vous recroisez 15 ans plus tard et qui vous dit, tu te rappelles, il y a 15 ans, j'étais comme ça, et puis vous revoyez la personne 15 ans après, vous dites, waouh, elle a vachement évolué, c'est plus la même personne. Et en fait, vous avez cette petite fierté, cette petite satisfaction de vous dire, j'ai peut-être un peu contribué à ça, et du coup, j'ai fait grandir des gens, en fait. Et voilà, et ça, donc il y a quand même quand même des clés de base et aussi des émotions qu'on souhaite aller chercher qui sont en lien avec le management. Et voilà, et il y a des choses qui sont pour moi quand même certaines qui sont éliminatoires dans certains cas, mais c'est pas des profils, c'est pas des caractères de personnes, c'est des envies encore une fois où on vous dit ces gens-là, au fond d'eux, ils n'ont pas envie d'être managers, c'est pas fait pour eux. Mais il y en a pas beaucoup finalement pour qui on peut dire ça, mais il y en a pour qui on peut dire ça parce qu'il n'y a pas cette animation-là en fait. Puis après, c'est des qualités qui sont vraiment humaines d'un point de vue général. On peut en citer deux, trois. Il y a aussi toute la notion d'intégrité, la notion d'humilité, D'exemplarité. d'exemplarité, voilà, qui coule de source. Mais en fait, comment dire, c'est pour ça que j'ai essayé d'exprimer au départ, il doit d'abord y avoir un alignement. Parce que je ne pense pas qu'une personne se lève en disant je veux être intègre. C'est qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui est venu endommager un peu ça. Et donc, voilà, c'est des choses qui peuvent se retrouver ou dans cet accompagnement via cette formation donc, sur le volet humain. C'est d'emmener les personnes à remettre un peu les pieds dans leur basket et à retrouver finalement cet alignement. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, parce que bien sûr, je dirais peut-être que le pire des fois à cela, ce serait le fait d'être têtu. Parce qu'être têtu, on n'est plus malléable, enfin on n'est plus malléable, on n'a plus cette capacité d'apprendre, on n'a plus cette capacité de se remettre en question. Et si on vient avec des certitudes, ça va être très difficile de faire grandir l'équipe, d'être mis en question, d'avancer. Voilà. Complètement. Il n'y a plus tellement de questions, donc je vous propose de gentiment conclure ce webinaire. On a déjà un peu dépassé les horaires, mais pour conclure, je vous remercie d'avoir été là, à vous trois et à vous tous qui étaient là. Je pense que ce qui a été dit aujourd'hui, c'était très intéressant, très important. Moi, je vous invite à découvrir l'ARIAC, que ce soit via le site de JobWatch ou directement par l'ARIAC.
Moi, je tenais aussi à vous rappeler, JobWatch, on est donc vraiment ancré dans tout ce qui est l'emploi et maintenant la formation. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire sur le site si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Et vous pouvez voir passer des opportunités d'emploi, y postuler directement. Et puis surtout nous suivre, vous serez inscrit à la newsletter. On envoie énormément de documents, de conseils, comment postuler, enfin voilà, toutes ces choses-là. Vous retrouverez aussi les prochains webinaires. JobWatch a une activité très fournie pour cette année 2026. On sera sur des événements, dans des salons, des webinaires, etc. On vous proposera toujours plus d'emplois autant qu'on pourra et toujours plus de formations également avec l'ARIAC. Il y a de belles choses qui se préparent. Donc, merci beaucoup à tous et je vous donne le mot de la fin. Simplement, merci à tous pour l'échange. Merci aussi pour vos questions. Et ça a été vraiment un plaisir pour nous d'avoir ce temps avec vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je crois, Natalia, il faut remettre ton micro si tu veux qu'on t'entende. Ah oui, mieux. je disais, ouais, c'est mieux. Je disais merci Margot et Hervé pour cette présentation très enrichissante. Et puis, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez échanger encore sur ce sujet. Et sur notre site internet, vous pouvez aussi trouver notre formation Manager de proximité pour avoir plus de détails sur cette formation. Voilà, merci. Et vous inquiétez pas, vous recevrez par email le webinaire, le replay du webinaire dès qu'il sera disponible sur YouTube. Eux aussi, des petites infos sur l'ARIAC dans cette newsletter. Donc, vous pourrez retrouver nos protagonistes d'aujourd'hui. Et vous pourrez les contacter au besoin si vous avez encore des questions ou des problématiques liées à la formation, à vos formations professionnelles ou au management. Voilà. Merci Valérie Merci. pour l'organisation et Natalia. Et puis à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne suite de journée.